Un instant, comme au sommet d'une vague, il sentit combien son père et sa mère s'étaient éloignés de tous, y compris du mort. Comment faisait-il pour être aussi vivant dans un pareil moment ? Il avait cru que des parents, même quand on les côtoie à tour de rôle, c'étaient des parents, quoi, qu'ils étaient indistincts l'un de l'autre, comme de toute autre chose ou être susceptible de se manifester, d'affleurer, de marcher, de voler ou de nager, le grand magma. Et que la différenciation et l'identité, l'histoire en marche, c'était sa génération qui les faisait, et même qui en esquissait les premiers pas. Avant lui, il n'y avait rien. Il y avait eu. Ça lui coupa presque le souffle. L'amour, qui n'appartenait donc pas qu'à sa jeunesse, avait sifflé dans l'air. Il y avait eu un bruissement. Il y avait eu un commencement, un inconnu palpitant, une nature touffue qui verdoyait avec des nuances inouïes de vert, une nuit remplie d'étoiles autour de la lune plantée comme un chêne dans le ciel. Puis les petits êtres s'étaient mis à clignoter comme les lueurs d'une ville. L'ombre et le ciel et l'ombre, extrait de la première partie. Votre livre, L'ombre et le ciel et l'ombre, touche l'intime d'un couple mixte, une génération après la guerre d'Algérie. En quoi cette histoire avec un grand H, non apaisée, encore aujourd'hui, influente-t-elle leur vie ? Alors je crois pouvoir dire qu'il y a toujours un aller-retour entre intimité et histoire, histoire avec un grand H, aller-retour aussi entre la multiplicité des éléments qui constituent un être, le construisent, l'abîment, le renforcent, l'obligent à se dépasser, voire à dépasser l'événement douloureux, à le faire sortir vivant d'une tragédie humaine et historique. Et je dis bien humaine avant historique. Pourquoi ? La première rencontre, selon moi, se situe au niveau de l'être, quel qu'il soit, et quelle que soit son origine culturelle, ethnique, sociale, religieuse. C'est la rencontre avec l'humain. Brutale parfois une telle rencontre, mais vivante, sensible. Certes, l'être est pétri, alors j'emploie plutôt pétri que façonné parce qu'il y a dans pétri l'image des mains nues en contact avec la matière vive. Donc l'être est pétri, mélangé, touché par un ensemble de faits des plus intimes aux plus universels. Il me semble qu'il est important de remonter ainsi en partant de l'être de cette unité infime du vivant pour arriver à la notion d'histoire avec le grand H. C'est pourquoi les personnages de l'ombre et le ciel et l'ombre, sont-ils avant tout saisis dans leur histoire personnelle, traversés d'étrangetés comme d'étrangers. Vous parlez d'un couple mixte, en fait, il y en a 3 dans le roman, dans cette histoire familiale. Je m'amuse aussi à parler de saga familiale, car l'histoire avec un petit H tramée d'histoire grand H se poursuit d'une génération à l'autre. Alors, qui sont ces 3 couples ? Un couple franco-yougoslave dont la fille épousera un Algérien. De cette union naîtra un fils qui se mariera avec une Française. Mixité plurielle, on le voit. Mais ce n'est pas tout. À cette mixité-là s'ajoutera dans ce dernier couple la rencontre étonnante entre leurs 2 pères, l'Algérien du FLN et l'officier français ayant fait la guerre d'Algérie. Et dans un tel arrière-plan, que vient faire le personnage du temps ? Et je mets même un T majuscule. Cette entité devient effectivement un véritable personnage qui jalonne le roman, revêt même, à certains moments, une apparence humaine. En tout cas, ce personnage est toujours là pour alerter les protagonistes.
non seulement les alerter, mais les déranger, parfois aussi les faire déchanter. Il les tense aussi, les force à s'humaniser. Au final, il les aime plus qu'il ne pensait pouvoir le faire. Et il est à la fois, et paradoxalement, le garant et le pourfendeur de l'histoire Grand H. Et à cet égard, vous parliez à juste titre de cette histoire non apaisée. Je dois dire que de tels mots me touchent, et justement, n'est-ce pas en raison de cette absence d'apaisement que non seulement les répercussions se font sentir dans la vie de mes personnages, qu'elles se suivent et deviennent, je dois le dire, de plus en plus douloureuses d'une génération à une autre. Qu'il y a prolongement nécessaire pour suivre l'actualité brûlante non cautérisée. Mais aussi que l'écriture du roman s'est faite, que l'écriture existe, nécessaire pour rester, et pas seulement pour rester, pour déconstruire tout ce qui ne sert pas d'assez près l'humain. Et dans l'humain, ses révoltes, ses grandeurs, ses blessures, sa soif de conquête et de pouvoir, cette dernière étant quand même une des choses les mieux partagées au monde. J'emploie à dessein le terme de déconstruire, faisant d'une certaine façon référence à votre projet plastique, Henri Héru, intitulé « Déconstruire Auschwitz ». Vous évoquez la conception de ce travail dans le livre que je vous ai consacré, Le souffle du noir. Et je ne peux que reprendre ici ce qu'une telle conception a interrogé pour moi et dans mon propre travail, et que je consignais de la façon suivante. Interroge dans son cheminement de mémoire, dans le geste même que nécessite le trajet du cygne, la double notion de vide et de plein. C'est prendre une distance avec le réel ravageur imposé. Alors quand je dis dans ce contexte qui est celui du roman qu'il s'agit de déconstruire, loin de moi l'idée bien entendu de nier des faits et de refaire l'histoire, ce serait plutôt de décider de remettre de la vie, de la réflexion, j'irais même jusqu'à dire de la lumière et de l'avenir, voire de la civilisation, là où il y a perte de civilisation, à ce moment crucial de notre histoire petit h, grand H, commune, où il faudrait choisir la civilisation plutôt que l'arrêt sur image. Nous avons vu et nous voyons encore les ravages causés dans la religion par la culpabilité, la culpabilisation, par les malédictions jusqu'à la énième génération. Nous ne pouvons qu'observer les rouages grippés de l'histoire, de notre petite histoire à celle de l'histoire grand H, pourtant en marche. Mais ces idéologies qui ne permettent plus l'élan renouvelé de vie, ni l'exercice de la lucidité au contact d'un nouveau terrain sociopolitique. Quel est pour une part le pari des personnages du roman, de Catherine et de Dany, le premier couple, comme de Dorothée et de Nestor? C'est en fait partir de sa liberté intérieure, de sa découverte de soi et de l'autre, d'autant plus que l'autre est d'origine étrangère, consentir aussi au tourbillon de l'amour, quelles que soient les circonstances qui est amené à telle rencontre amoureuse plutôt qu'une autre. Si vous me permettez, là maintenant, j'aimerais bien reprendre sur ce mot de déconstruire, donc de ce mot partagé avec vous, et voudriez-vous ajouter quelque chose à cet égard? Je me suis juré de ne pas être le peintre du désastre. Déconstruire Auschwitz, c'était tenter d'informer, de faire réfléchir, de transmettre à de jeunes générations, par des documents réels et une correspondance plastique, les effets de la démence du projet d'Hitler, allemand, nazi, à la démarche totalitaire de 1938 à 1945. 6 millions de juifs innocents furent massacrés,
ainsi que des tziganes, des homosexuels, des malades mentaux jugés faibles, inutiles dans cette société de l'horreur minée par la pureté de la race. Comment être, devenir artiste, sublimé, après le passage de cette haine barbare? Je pensais aux descendants, à l'après-Auschwitz, pour renaître, reconstruire, exister de nouveau après le seuil franchi, indicible, ineffaçable de l'inhumanité de l'homme. C'était il y a 80 ans, la basse histoire de l'Europe et de la plus haute des tragédies de l'autre, différent de soi. Si chacun de vos livres donne une interprétation du réel, singulière, subjective, comment votre imaginaire poétique s'introduit-il ici dans la matière de votre roman? J'aime bien votre expression, là, dans la matière de votre roman. Ça fait de votre question une question de plasticien. Mais vous êtes Henri Rue, un plasticien, lecteur de poésie, que la poésie inspire, faisant vôtre d'ailleurs l'assertion de René Char, parlant du peintre comme d'un allié substantiel. Donc l'autre partie de la question m'étonne moins aussi par rapport à la poésie. Et pour entamer le débat, je citerai Fernando Pessoa et d'abord un extrait de ses essais anglais. Je le cite donc. « Pour écrire bien en prose, il faut être poète, car quoi qu'il écrive, tout homme doit être poète pour écrire bien. » Il ne s'agit pas pour moi, bien sûr, d'autoproclamer la qualité de l'écriture, mais d'user de cette citation pour illustrer un processus d'écriture qui m'interpelle. Processus et genèse. Qu'est-ce qui me pousse à écrire? À me lever le matin en me disant que le livre en cours m'attend, à passer depuis longtemps des heures précieuses qui, après tout, pourraient être utilisées autrement, dans mon bureau, au milieu des livres et devant l'ordinateur. C'est un peu fou quand on y songe. Pourtant, il ne s'agit pas d'un enfermement. Au contraire, j'irais même jusqu'à dire que c'est une ouverture. Plus qu'une ouverture, un battement, c'est-à-dire un mouvement constant d'intérieur-extérieur, comme celui d'une fenêtre qui laisserait passer autant du paysage intérieur que du paysage extérieur. Et dans le battement, il me semble qu'il y a aussi pulsation, un geste, le geste et la geste, en quelque sorte, déplacement aussi. Et un peintre, n'est-ce pas, le sait bien que selon l'angle de vue, la lumière, la perspective, l'objet se forme et se déforme, se multiplie sous nos yeux. Pourrais-je dire que l'écriture m'apprend à voir et à écouter? Oui. Plus jeune, je disais que si je n'avais pas écrit, je serais morte. Je ne renie pas cela, mais je songe à présent que le travail acharné de l'écriture aide à voir le monde autrement, à pousser des portes, celles de la mémoire comme celles de l'actualité d'ailleurs, et parfois de manière concomitante. C'est ce qui se passe avec le personnage entité du temps dans le roman. Alors en quoi être poète change-t-il la perception du monde? Modifie-t-il le texte, quel que soit d'ailleurs le genre littéraire appréhendé? Je crois pouvoir dire que le poétique œuvre dans la prose. Je considère que l'écriture première, celle qui libère, et brise les conventions de langage et les conventions tout court. Et bien c'est bien cette écriture poétique qui va comme ça travailler sa matière. Elle n'est pas là simplement pour faire advenir la prose, elle est constitutive de l'expérience créatrice en ce sens où elle fait le lien entre état, disponibilité intérieure si on veut, et création. Elle renouvelle, voire réactualise et implique sa propre présence au monde, à l'autre et à soi-même. C'est ainsi qu'au début du roman, la famille et les amis se regroupent autour de l'aïeul.
C'est un jeune observateur qui consigne ses impressions, réalisant, non sans stupéfaction et un peu d'humour, que tout ce petit monde a existé, j'ai envie de dire a osé exister avant lui, a aimé, et passionnément, a lutté, a conquis son autonomie. À la fois, le monde ne commence qu'à partir du moment où il a pu l'observer, en ressentir le souffle, le vent, la mer. Mais le monde a aussi largement vécu, joui, combattu alors qu'il n'était pas encore né. Il trouve même, dans ce début du roman, ses propres parents extraordinairement vivants et se demande comment ils peuvent l'être autant face au grand-père mort. Alors j'ai eu recours à ce moment-là, puisque vous me parlez de poétique, à une métaphore maritime tramée de réminiscences littéraires. Cet imaginaire poétique dont vous parlez permet à la phrase, pour moi, de rester vivante, exploratrice des fonds et des formes conjointement, d'assouplir, d'oser même la pensée. À un endroit différent du roman, le poétique, il va donner la parole aux objets, notamment à un canapé qui se plaint que les fesses lourdes du temps font grincer ses ressorts. L'inanimé créant à ce moment-là une atmosphère à la fois un peu inquiétante, mais ironique aussi. Ce même poétique encore, plus loin, se saisit de ses propres éléments de langage, fouillant viscéralement le texte en quelque sorte, extirpant les adverbes notamment, les sortant littéralement de la phrase pour les doter d'une vie sourde et d'une voix off. Je prendrai un nouvel extrait de Fernando Pessoa qui va me permettre de vous répondre plus avant. Je cite : « Se mouvoir, c'est vivre, se dire, c'est survivre. Il n'est rien de réel dans la vie qui ne le soit par cela seul qu'on l'a bien décrit. Dire une chose, c'est lui garder toute sa vertu et lui ôter son pouvoir terrifiant. » Fin de citation. Pour exister, pour croître, l'écriture a besoin de la double exigence de l'imagination et de l'expérience qui composent deux espaces d'abord distincts et puis qui créent un nouveau lieu, un matériau composite. Le texte, en quelque sorte, naît de leur nécessité duelle. Imagination et expérience sont apparemment antagonistes, mais la première est le prolongement, peut-être bien son anticipation, de la seconde. S'en tenir à l'expérience, enfin je le crois, serait insuffisant s'il n'était pas possible de la déployer, de l'éloigner de ce qui pourrait rester trop émotionnel, voire autobiographique. Donc l'expérience finalement serait un vécu travaillé, déjà intérieurement, puis façonné par le temps, on y revient, la décantation, les informations, les confrontations aussi, les réminiscences d'ordre sensible et intellectuel, dont les lectures et les arts. L'imagination intervient alors. Elle sort l'expérience de son cadre, lui octroie une autonomie et un souffle. Les fragiles rapports humains, le travail sur l'écriture, le désir féminin sont au cœur de l'ombre et le ciel et l'ombre. Quel regard civilisationnel porte la narratrice sur les femmes des deux bords de la Méditerranée qui s'expriment ici? Vous avez bien raison de mentionner le désir féminin. Je vous en remercie. Et en plus, pour une part, de le lier au regard civilisationnel, pour reprendre l'autre partie de votre question. Et effectivement, c'est une vaste question. Alors, toutes les femmes du roman s'interrogent mutuellement. Chaque nouvelle rencontre entre elles prolonge et approfondit le débat, d'autant plus qu'effectivement, les deux rives de la Méditerranée sont concernées.
il y a l'histoire petit h et l'histoire grand H des femmes et par les femmes aussi. C'est compliqué, parce que je le répète, il y a les Algériennes, il y a les Françaises, il y a les Franco-Yougoslaves, tout est mélangé. Et c'est peut-être justement par ce désir féminin et cette confrontation des femmes, ce qui va mener le roman à aujourd'hui, aux débats actuels, à l'incidence récurrente de la religion, à la prise de parole et de liberté de la femme face à l'homme. Néanmoins, l'aspect civilisationnel que vous soulignez permet de prendre du recul, d'intégrer cette question, notamment du désir féminin, dans un espace élargi, dans une réflexion que je dirais densifiée et qui par là même peut écarter l'étouffement de leurs paroles de femmes dans un strict féminisme de revendication et de haine. Parce que finalement, certaines héroïnes le disent, mais on aime les hommes, on aime notre homme, entre guillemets. Donc, c'est ce qui va permettre d'éviter de cloisonner les femmes entre elles. Quant à la notion, pour y revenir, du désir féminin, je dirais qu'il ajoute de la vie et de l'autonomie de vie. J'ai aussi envie de dire que cette question me permet justement un poste d'observation de la guerre d'Algérie différent. Pourquoi ? Les femmes du roman, comme je l'exprimais tout à l'heure, viennent d'horizons très variés, de même que le désir féminin est saisi à la fois intellectuellement et au vif du réel. Quelle femme, même actuellement, peut dire qu'elle échappe au questionnement ? En retour, quelle femme a envie d'être enfermée dans un gynécée où vivre et débattre entre femmes ? Justement, dans l'ombre et le ciel et l'ombre, les femmes sont nombreuses et les relations entre elles obéissent à des objectifs divers. Il y a en tout premier lieu, très souvent, la maternité. Parce que la maternité les confronte à elles-mêmes autant qu'à leurs conjoints et à leurs enfants, sans omettre la délicate relation mère-fille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi comme confrontation ? Il y a les études, ou le désir d'études que l'on voit chez les deux amies de la française, donc les deux amies algériennes. Parce que les études ou le désir d'études interrogent leur statut. La guerre aussi, qui les propulse au-devant de la scène, notamment les Algériennes pendant la guerre pour obtenir l'indépendance de l'Algérie, mais pour ensuite les renvoyer dans leur foyer, sur ordre de la partie dure du FLN. Le milieu social active leur volonté d'émancipation. Il y a aussi la question de la femme dans la mixité du couple. La femme et son corps, et d'autres perspectives. Chaque question, ou chacune de ces questions, va traverser les générations et le contexte, parce qu'à chaque génération, le contexte est différent. C'est déjà pas la même ville, on passe de Marseille, Alger, Paris, mais il y a aussi un contexte socio-éducatif, politique différent. Alors le regard civilisationnel a été de permettre ou de vouloir la rencontre, pas toujours facile, entre femmes. Il n'y a pas qu'avec l'homme que c'est compliqué. Effectivement, la rencontre entre ces femmes de différentes origines, de tous âges, peut poser problème, et qu'il y a même aussi une toute petite fille algérienne qui va intervenir. Alors, est-ce que la femme civilise ? C'est une autre interrogation qui court sous le texte, d'autant plus vivement que l'une d'entre elles, Nancy, une universitaire, écrit le livre des femmes, des Algériennes et des Françaises, à partir des témoignages qu'elles lui ont adressés. Et les femmes, ensuite, se réunissent autour de cet ouvrage et en parlent. On pourrait presque dire que c'est un livre dans le livre, en quelque sorte. Le couple, l'Alger natal, Marseille, Paris, les distances, l'écho des lieux qui s'entrecroisent dans le récit, l'exil sous-jacent questionne.
semble comblé par l'écriture du réel mouvant. Est-ce là que se situe la force de votre roman? Se révéler pour s'inventer à nouveau. La création littéraire dans sa complexité est-elle toujours réparatrice de la grande histoire comme de l'intime histoire? Vous avez raison, Henri, de mentionner tout d'abord le couple. C'est lui qui assure le mouvement intime au cœur de la grande histoire. Et quand je dis mouvement, il s'agit autant de l'itinéraire géographique que sensible et intellectuel. Ce déplacement renforçant le brassage des idées, pas seulement des idées, des regards, des êtres, induisant aussi l'exil. C'est important pour moi ce mot d'exil, il en est question dès le début du roman. Pourquoi est-ce que c'est important? L'exil met en déséquilibre, il dérange les certitudes, il se constitue d'un lieu à multiples facettes. Autre chose qui me semble plus important encore, l'exil met dehors et dedans en même temps. Mais il s'agit d'un déplacement spatio-temporel. Le temps, que je mets toujours avec une majuscule, se révélant lui aussi mouvant, capable d'embrasser et d'embraser d'ailleurs plusieurs lieux et plusieurs époques, ce qui permet au temps de faire autant d'allers-retours dans le passé, dans un avenir, que les jeunes protagonistes n'imaginent pas sur le coup. Mais revenons là sur le couple. Je pourrais même dire le couple, c'est majuscule, dans les couples. Sorte d'entité à part entière au même titre que le temps. Pourquoi? C'est lui qui permet le voyage dans le temps, à travers certes les sauts dans passé, présent, avenir, comme je le disais, mais aussi en initiant la suite des générations. Il a pour une part décidé du titre en chiasme, parce que ce choix d'inverser les termes renvoie à la trajectoire des personnages dont les destins se croisent, en quête d'un nouveau royaume contre l'exil, pris par l'action politique aussi, qui évolue entre, on va dire, force de vie et tragédie, entre amours et ruptures. Leur itinéraire laisse ainsi son trait d'ombre, diagonale, qui traverse le ciel, sans parvenir à éteindre tout à fait sa lumière. C'est pour ça qu'il y a le titre. Mais c'est bien aussi ce que l'on retrouve dans votre toile qui fait la couverture. Alors, ce qui m'a en plus interpellé dans votre question, c'est qu'au couple liminaire dont vous parlez, se juxtaposent trois villes, dans leur ordre d'apparition dans le roman, chacune servant de décor aux trois parties du roman. Et ce sont trois villes aimées et profondément, on le voit. Les narrateurs, les narratrices aiment ces villes. Ils sont parfois un peu stupéfaits de certains aspects, mais ils les aiment profondément, ils les découvrent, ils sont bousculés là aussi par l'apparence des villes. Et ces villes elles-mêmes se croisent, se mélangent même. J'allais presque dire comme sur la palette d'un peintre, mélangent leurs couleurs, leurs sonorités, leurs odeurs. On pourrait dire Alger et Marseille face à face, la Méditerranée entre elles. On pourrait les dire intrinsèquement liées, chacune d'elles va hanter l'autre. Selon aussi le ressenti de chaque personnage. Alger va hanter Dany quand il est à Marseille. Marseille va hanter son épouse quand elle va se retrouver à Alger. Comme ça, il y a sans cesse des chassés-croisés. Quant à Paris, la ville dernière, presque envie de dire la ville du dernier amour, puisque c'est là que va se faire la rencontre du dernier couple, mixte, elle rassure par son cosmopolitisme. Elle réunit l'exil et la rencontre, la mémoire et l'actualité. Elle fait agir le microcosme et le macrocosme, elle les réunit eux aussi. Et ce microcosme, pour lui, j'aurais envie de parler du restaurant, qui est un lieu primordial de la troisième partie du roman. Pourquoi est-il aussi important ? Parce que c'est là que la plupart des protagonistes du roman se retrouvent
et refont le monde. Et ce sont des protagonistes qu'on a rencontrés tout au long du roman et qui s'augmentent au fur et à mesure, bien évidemment, des rencontres, mais on les trouve. C'est une sorte de mise en scène, de théâtre, et d'ailleurs, le restaurant en question est aussi une sorte de café-théâtre. Et quand ils refont le monde, c'est le monde celui de l'action, comme celui de la consignation littéraire. Il y a beaucoup de débats littéraires d'ailleurs. Paris, à ce moment-là, rend compte d'une liberté qui a existé, qui est peut-être moins sensible actuellement, mais qui a vraiment existé, qui est fragile, qui est incertaine. Est-ce que c'est la ville qui peut se targuer d'une élasticité du spatio-temporel? Peut-être. En tout cas, il n'est peut-être pas anodin non plus que les deux mots de traversée et de civilisation ressortent dans le paragraphe de clôture du roman. À cet égard, oui, pour reprendre votre expression, il pourrait y avoir un effet réparateur. La présence renouvelée des deux plus jeunes protagonistes, descendants de ceux qui ont fait l'histoire grand H, petit h, ils reviennent au devant de la scène. La métaphore finale, à nouveau, comme au départ, maritime, donc comme dans le préambule que j'ai cité au début de notre entretien. Tout cela donc, protagoniste et cette métaphore maritime, entretiennent dans l'invention romanesque, non pas du mensonge, comme on pourrait le croire dans l'invention, mais la création de quelque chose de nouveau, d'impossible. Je ne voulais pas terminer sur quelque chose de tragique, même si le sujet s'y prête. L'écriture, à la fin, œuvre, et je cite, à travers les tamaris et l'air d'un rose léger. Ce sont exactement les propos à la fin du roman. Avec toujours en filigrane la fuite du temps, mais scénarisée. Là, c'est vraiment encore un personnage qui s'est humanisé de plus en plus, marquant autant sa fugacité que peut-être l'incitation poétique à aller voir, à supposer à ce moment-là l'action réflexive du texte sur le propre terrain du réel. Mais est le noir. Il souffle, et il a du souffle, ainsi que peut le laisser supposer le titre, votre titre. Une certaine puissance émane de lui car il crée un champ de perception et d'analyse qui n'a finalement pas grand-chose de commun avec le monochrome, du moins chez Henri Hiereux. Tout autant sa consistance peut-elle paraître volatile, dotée d'un triple mouvement, effacer, recomposer, poser et essaimer, agir en noir solitaire et porter quasiment, viscéralement, la couleur. La petite fille avait fini par disparaître dans la forêt qui prolonge toute pièce, devenant le théâtre de tant de ressentiments. Il en avait perçu un petit nuage de poussière, le sable sous les pins, les traces qui s'effaçaient vite, un chuintement, puis plus rien. Elle observait les femmes d'ici. C'étaient des femmes qu'elle trouvait plus imposantes et en même temps insaisissables. Leur chair, pas le corps, une chair qui n'était pas bornée ou contenue, mais s'échappait dès que lui était laissée l'opportunité de le faire. Il aurait fallu coudre le bas des robes ou des djellabas, entraver les jambes, fermer les manches pour endiguer l'étalement de la chair telle une couleur sur une palette. Or, se répétait-elle, il ne s'agit pas du corps, qu'ils voileront de toute façon, l'aile conservatrice du FLN venant d'intimer l'ordre aux femmes de regagner leur foyer. Tandis que cette chair, toute cette chair, cette matière fuyante, c'est comme une vague,
accoulés dans les rues, jaunes de sable et de poussière, musqués, pailletés. Ils pouvaient y aller, les malheureux, ils n'arrêteraient pas le flot à coups d'injonctions. Et leurs gestes, voyez donc leurs gestes, lents, sinueux, larges. Ils sont comme des rondins, des tronçons, des écorces enroulées d'eucalyptus qui voguent, qui brassent, qui tournent dans les cours et les bassins éphémères qu'ils délimitent. Non, pas l'activité diligente des mains, leur pâtisserie, leur cobstagine, mais la cruelle magnificence des gestes, leur barrage où retenir brutalement la réalité flottante de toute sa robe immense et tenant la mort embrassée. Il y avait eu tant de morts. L'ombre et le ciel et l'ombre, deuxième partie.